avait gardé le taux d'imposition de 99, celui de Lionel Jospin, on n'aurait pas de dette. Ça a été calculé, on n'avait pas de dette. Donc la dette a été artificiellement créée par la baisse des impôts des multinationales, par la baisse des impôts type ISF, par la baisse des impôts sur les riches et la baisse de la progressivité de l'impôt. Les plus belles années de la retraite, c'est entre 60 et 65 ans. Les plus dures années au travail, c'est entre 60 et 65 ans. Et moi, j'aime bien que les salariés puissent avoir une vie après le travail et pas aller directement au tombeau, comme M. Macron nous le propose. Droit citoyen, c'est de l'information libre et citoyenne. Rendez-vous avec, c'est le rendez-vous avec toute l'actualité politique, éco, sociale, culturelle et citoyenne. Une émission de Gilles Charles, présentée par Gilles Charles, animée par Gilles Charles. Tout Gilles Charles, en long et en large sur Droit citoyen, le média libre et citoyen. Bienvenue dans Rendez-vous avec, c'est un numéro un petit peu spécial aujourd'hui parce que j'ai le sourire, j'ai eu du mal à le faire venir mais il est là ce soir, Laurent Pinatel, bonsoir. Bonsoir. Alors on va quand même résumer votre grand titre, porte-parole de la Confédération Paysanne de 2013 à 2019. J'avais presque envie de vous dire en souriant, comment ça se passe cette retraite ? Comment ça se passe cette retraite ? Déjà, je l'ai arrosé la retraite. Alors on va dire retraite médiatique. Hein. Voilà. Et je l'ai arrosé la retraite, il me semble qu'il y avait Gilles Charles qui était venu. Ça m'a fait plaisir, c'est aussi pour ça que je suis venu aujourd'hui. Oui, enfin moi je pense que j'avais une usure aussi, après 6 années assez intenses au niveau médiatique. Je prenais le train le mardi matin, je revenais le jeudi soir ou le vendredi soir. J'étais sur la ferme le reste du temps. Enfin, j'ai fini essoré et lessivé. Donc, vous avez pris 10 ans en un an. Ouais, c'est ça, ça se voit. Donc du coup, il y a ça. Donc, j'ai pas subi de contre-coup à dire ça me manque parce que j'avais un besoin vraiment de me poser, un besoin de retrouver mes filles, de retrouver ma ferme. Et puis, de voir un peu si j'allais continuer à militer, j'allais dire à droite, à gauche, pas forcément à droite, à gauche, mais en gros, si j'allais continuer de militer. Et en fait, je me suis aperçu que j'avais vraiment besoin, là, depuis un an, de me poser sur ma ferme, de retravailler avec ma sœur, puisqu'on avait fait le choix d'être associés tous les deux sur la ferme qu'on a montée, de travailler avec l'équipe de salariés qui est avec nous, de me réimprégner de mon territoire. Et je me suis rappelé qu'un jour, en fait, j'avais décidé de faire des études pour être paysan. Et que voilà, j'avais pendant 6 ans mis un peu ce côté-là entre parenthèses. Oui, mais ça me manquait. Vous avez quand même pris une certaine richesse intellectuelle, si je peux dire, parce que vous avez côtoyé des grands de ce monde. Vous avez écouté des gens qui vous ont sûrement appris beaucoup de choses. Et puis aussi médiatiquement, moi je me rappelle de la dernière fois, je vous ai envoyé un petit mot, juste vous étiez en direct sur Canal+. Et quand je vous voyais aussi à l'aise sur des plateaux comme ça, je me disais, mais il est top, quoi. Mais c'est vrai qu'en fait, quand les militants de la Confédération Paysanne m'ont confié la mission de porter leur parole, hein, puisque le titre porte-parole, c'est vraiment ça, c'est porter la parole de la Confédération Paysanne, on se sent investi quelque part d'une mission, mais cette mission, elle est relativement facile à faire parce qu'il y a une richesse et une diversité à la Confédération Paysanne assez inouïe, quoi. Il y a tout le paysage agricole qui est là dans les réseaux de la Confédération Paysanne, des gens dans des systèmes agricoles très classiques, des gens dans des systèmes agricoles très novateurs. Et il y a ces échanges, ces débats d'idées. Donc ça enrichit. Et puis après, il y a un comité politique, hein, le comité national de la Confédération Paysanne, qui prend des décisions politiques et après, on porte la parole. Alors effectivement, en tant que porte-parole, on impulse. En tant que porte-parole, on donne des orientations. Mais c'est le comité national qui dirige. Pour être un peu dans le concret, la Confédération Paysanne, est-ce qu'il y a des régions plus représentées d'autres ? Est-ce que ça représente bien toute la France ? Ou alors c'est des endroits plus que d'autres ? Il y a des fiefs, hein, à la Confédération Paysanne. L'indicateur, en gros, il y a le nombre d'adhérents, mais on voit que les gens se syndiquent de moins en moins quand même, que ce soit en agriculture ou ailleurs. Et le deuxième indicateur, c'est celui sur lequel on s'appuie le plus, c'est les résultats aux élections professionnelles. Nous, les élections professionnelles au niveau agricole, c'est les élections chambre d'agriculture, qui ont eu lieu donc en janvier 2019. Donc là, on voit département par département, là où la Confédération Paysanne est forte, et on s'aperçoit qu'en fait, on est toujours à peu près fort dans les mêmes départements. Notre fief, voilà, notre fief, c'est la Loire-Atlantique. Ouais, le 44. C'est vraiment en 44, le gros département. On est très fort au Pays Basque parce qu'il y a une identité territoriale et culturelle très forte. On a fait des gros scores aussi en Ardèche, qui est un département où il y a plein de paysans qui sont installés. On a fait des bons scores en Ariège. On est représenté à peu près partout. On avait des listes de partout. Moi, c'était quelque chose que j'avais vraiment... que je m'étais fixé comme objectif.
il y avait le collectif qui dirigeait, mais il y avait quand même cette volonté individuelle et personnelle d'avoir des listes partout. Et j'ai fait 70 départements en 6 mois. Et on a eu ces listes partout. Il y a plein de militants qui se sont vraiment arrachés pour aller trouver 21 noms pour mettre sur une liste. Je pense notamment à la Marne, à l'Aube, tous ces secteurs très céréaliers où, en gros, nous, notre clientèle, entre guillemets, agricole, elle n'est pas trop là. Et ça, c'est une satisfaction. Et la satisfaction, c'est que pour la première fois depuis 2001, la Confédération paysanne, aux dernières élections, elle a progressé. Et je pense que toutes les équipes avec qui on bossait depuis 6 ans, depuis la dernière élection, de voir qu'on réenclenchait la marche avant, qu'on repassait la barre des 20%, chose qu'on n'avait pas fait. On a fait le 2e meilleur score de la Confédération paysanne. Le meilleur score, c'était à l'époque de José Bové. Donc, on était tous très, très satisfaits du travail qui avait pu être accompli par les paysans et les paysannes dans les départements, par les militants, par toute l'équipe de paysans au niveau national, quoi. Alors moi, je suis un gars de la ville. J'ai Ouais. une question un peu technique. On connaît la Confédération paysanne, on connaît la FNSEA, la Fédération nationale. Des syndicats d'exploitants agricoles. Voilà. Est-ce qu'on peut dire que la Confédération paysanne, c'est des gens un peu plus à gauche et la FNSEA, des gens un peu plus à droite? Ou alors je me trompe totalement? C'est ce que les gens disent, c'est ce que les observateurs politiques disent. Donc je ne fais que répéter. Voilà. Après, c'est vrai que la FNSEA a fourni des ministres. François Guillaume, président de la FNSEA, s'est retrouvé ministre de Jacques Chirac. Donc, effectivement, c'est un syndicat de droite. Nous, je pense qu'on est sur une palette beaucoup plus large. Effectivement, il y a des gens qui, après la Confédération paysanne, partent en politique. Je pense notamment à José Bové, qui est parti chez Europe Écologie Les Verts. Il n'y a pas eu que lui. Mais je pense qu'on est surtout le syndicat des petits et des moyens paysans. C'est vraiment ce qui ancre la Confédération paysanne dans le paysage. C'est vraiment la défense des petites et des moyennes fermes. Et puis aussi tracer un horizon pour dire, nous, on n'a pas envie que l'agriculture, elle continue de dériver là où l'agroalimentaire veut qu'elle dérive. Nous, on veut une agriculture qu'on appelle paysanne, c'est-à-dire avec des paysans, avec des paysannes, proche du territoire, qui valorise le terrain. Et cette agriculture-là, elle s'adresse à un public qui soit de droite ou de gauche, en fait. Mais c'est vrai que dans nos idées de répartition, de partage, on a plus des valeurs de gauche, on va dire. Pour rester dans le côté gauche-droite, donc on reste dans la politique politicienne, est-ce que Laurent Pinatel, avec tous ces gens qu'il a croisés, toutes ces idées qu'il a, toutes ces choses qu'il connaît, il n'avait pas envie d'un destin national? Et je vais même poser une deuxième petite question. Si vous vous souvenez bien, il y a peut-être bien 1 an ou 2 maintenant, avant les municipales, je disais quel avenir pour la gauche à Saint-Étienne sur mon site. Et vous m'aviez envoyé un petit mot. Je n'avais pas dévoilé l'info, mais j'avais dit qu'il y avait quelqu'un qui était très intéressé, qui avait un destin national. C'était Laurent Pinatel. Et finalement, vous n'êtes pas allé à cette élection municipale stéphanoise. Non, parce que j'en avais pas. J'ai été sollicité pour partir tête de liste à Saint-Étienne. Moi, j'en avais pas l'envie, en fait. Ouais, Et à partir du moment où j'ai pas l'envie, je pense que le débat est clos. Les choses, il faut les faire quand on a envie. l'envie d'avoir envie, donc c'est référence Voilà. à Et Johnny. puis après, je pense que sur l'élection municipale de Saint-Étienne, mais on peut y venir plus après. On y reviendra Je plus pense tard. qu'il y avait un plateau de candidats relativement compétents. Enfin, il n'y avait pas besoin de Laurent Pinatel au milieu. Par rapport au niveau national, moi, Ouais. j'ai eu la chance pendant 6 ans de côtoyer des conseillers de ministres, de rencontrer régulièrement les ministres de l'Agriculture, de voir plein de gens et de voir aussi des députés. Et de voir qu'il y a des députés qui sont très compétents dans l'opposition. Enfin, moi, je suis assez proche de François Ruffin, par exemple. Je suis aussi assez proche de Sandrine Lefeur, qui est une députée Confédération paysanne La République en marche. Donc là, déjà, c'est une espèce d'articulation intellectuelle. Mais bon, Sandrine, elle fait ce qu'elle peut dans la majorité. Elle est de quel coin? Elle est du Finistère. D'accord. Elle est maraîchère dans le Finistère. Et je vois aussi l'énergie que ça demande. Je vois aussi tous les sacrifices qui sont nécessaires à faire ça. Et moi, honnêtement, je l'ai donné pendant 6 ans. J'en avais ras-le-bol. Après, j'ai gardé vraiment des bons contacts avec des gens que j'ai côtoyés à Paris. Mais c'est une parenthèse, quoi. C'était vraiment une excroissance de ma vie, on va dire. Le petit plus, pendant 6 ans, voilà, j'ai représenté les paysans de la Confédération paysanne avec plein d'autres gens. Et j'ai croisé des gens. Voilà, mais c'est Et il n'y a pas fini, quoi. j'allais pas dire des chercheurs de tête, mais il n'y a pas des gens qui vous ont dit, Laurent Pinatel, on voudrait bien que vous veniez nous voir, on a des choses à vous proposer. Non. Au niveau national, j'avais quand même été assez clair de Ouais. dire, peut-être que personne n'avait envie de moi d'ailleurs, mais j'avais quand même été assez clair à dire que moi la politique c'était pas mon truc, Ouais. c'était pas mon truc. Après j'ai des contacts pas réguliers, mais j'ai des contacts depuis 1 an avec François Ruffin et ses équipes. J'ai gardé des bons contacts avec Stéphane Le Foll, qui est, comme je lui ai dit il y a pas très longtemps, mon ennemi préféré quand même au niveau du L'ancien ministre syndical, de l'Agriculture. l'ancien ministre de François l'Agriculture. Hollande, hein. Et voilà, moi je pense que chacun fait son boulot là où il est. Moi, j'avais envie de faire du boulot dans ma ferme, en fait. C'était surtout ça. Alors, on va refermer le volet politique au sens large pour ouvrir celui de la ferme et de l'agriculture.
Récemment, j'ai vu le film Au nom de la terre. Moi qui suis encore une fois un gars de la ville, hein, je connais un peu les paysans, mais de loin. Et je connaissais un peu la problématique, mais je me suis rendu compte qu'on rentrait dans un engrenage et que finalement les gens ils étaient broyés par tous ces crédits. Et plus on avance, et plus on fait des crédits, on se met la corde au cou, quoi, en gros. Mm. Et justement, moi je voulais que vous m'expliquiez un peu le rôle du paysan aujourd'hui en 2020, c'est quoi? C'est produire pour vivre, c'est produire pour nourrir les gens. C'est quoi exactement le terme de paysan aujourd'hui? Je pense qu'on touche là quand même le cœur du métier de paysan. Produire pour vivre, c'était notre slogan aux dernières élections chambre, à la Confédération paysanne. Et moi, je me revendique comme tel. Je suis producteur, je veux en vivre, mais je suis aussi paysan, c'est-à-dire que je vis dans un pays, un territoire. Je ne serais pas paysan ailleurs, moi, par exemple. Je suis paysan à Landuzière, à Saint-Genélaire. Je ne serais pas paysan ailleurs. C'est mon territoire, c'est mon pays. Et aujourd'hui, je pense que le problème de l'agriculture, c'est que les paysans, il y en a beaucoup qui ne savent pas où ils en sont, en fait. Ils sont pris dans une spirale de l'endettement, de l'investissement. Il faut que je m'agrandisse pour produire un peu plus, pour pouvoir gagner un peu ma vie. Donc, si je m'agrandis, il me faut un tracteur plus gros, donc je m'endette. Enfin, au nom de la terre, c'est expliqué très, très simplement, de façon très claire. C'est limpide, hein. On voit comment le gars se fait piéger par le système. Et dès le départ, on se et rend comment compte, il se fait broyer. Et bon, dès le départ, on se rend compte qu'il va dans le mauvais sens. c'est ça. Et son père lui dit, alors c'est pas forcément le père le mieux placé dans ces histoires-là pour le dire, mais il y en a plein qui se font piéger comme ça. Et je pense que le rôle d'un syndicat agricole, le rôle de la Confédération paysanne notamment, ça doit être de parler à ces gens-là, de leur dire, pas leur dire, mais vous faites n'importe quoi, mais vous allez crever, et puis après, tant pis. C'est vraiment le rôle du syndicat de dire, bon, là, ça va plus. Comment on peut collectivement peser sur des décisions politiques pour changer le cadre? Et je pense qu'aujourd'hui, ce qui manque, moi, après un an de recul, ce que je trouve qui manque dans le cadre du syndicalisme agricole aujourd'hui, dans les débats que j'entends, à droite, à gauche, tous syndicats confondus, c'est cette façon collective de voir les choses. J'entends beaucoup, oui, mais moi je m'en suis sorti, oui, mais moi je suis passé en bio, j'arrive à vivre, oui, mais moi je fais de la vente directe. Mais en fait, c'est pas comme ça qu'on s'en sortira. Parce que ça, c'est le libéralisme, en fait. Moi, j'ai réussi à trouver un créneau qui me rémunère. Moi, j'ai réussi. Mais c'est pas le moi qui compte, c'est le nous. Et je pense qu'aujourd'hui, dans le temps dans lequel on est, dans le temps dans lequel on s'inscrit, au niveau agricole, le collectif, il doit être hyper important. Il faut absolument qu'on retrouve le chemin du dialogue entre paysans conventionnels et paysans bio, quand le dialogue a été rompu. Il faut absolument qu'on arrive à aller chercher, comme le fait l'association Solidarité Paysans, à aller chercher les gens en difficulté et leur dire, en fait, il n'y a pas de fatalité, quoi. Vous n'allez pas finir au bout d'une corde parce que vous avez pris un chemin qui n'est pas forcément le bon, parce qu'on vous a fait prendre un chemin qui n'est pas forcément le bon. On va vous aider et collectivement, on va aller voir les politiques en disant, ça peut pas durer, quoi. C'est pas normal qu'un paysan tous les jours se suicide en France. Il faut qu'on trouve un autre chemin. Et le film Au nom de la terre, enfin vraiment, moi j'ai trouvé poignant. Hein, Sylvain Pichon au Méliès m'a demandé d'intervenir dessus à sa sortie. Quand le film il s'arrête et qu'il faut prendre le micro, on était 2 ou 3 là avec les gens de Solidarité Paysans. On revoit l'original à la fin qui parle. Complètement. Là, c'est vrai que ça doit pas être facile. C'est violent. Et puis Édouard Bergeron avait pris contact avec la Confédération paysanne au moment de faire ce film. C'était Manu Attagirard, la secrétaire générale de l'époque, qui avait géré ce dossier, j'allais dire. Mais c'est vraiment quelque chose qui lui tenait à cœur. Je pense que ce film, il est magnifique parce qu'il y a mis des morceaux de lui-même, Édouard, dedans. Moi, ce qui m'a touché dans ce film, c'est le rôle du fils, qui est exceptionnel. Qui tient la ferme à un moment. Et je me suis dit, ce gars-là, donc c'est lui qui a fait le film. Et c'est lui qui a fait le film derrière. Je l'ai trouvé extraordinaire. Il mange tout le monde dans le film. Non, c'est vraiment c'est poignant. Moi, j'y suis allé avec ma fille. C'est bouleversant. C'est bouleversant d'autant plus que moi, mon engagement syndical, il naît de là, quoi. Il naît parce que un jour, il y a un mec à côté de chez moi qui s'est pendu. Je me suis dit, mais c'est quoi ce métier, en fait, où on est tellement désespéré qu'on va finir par se pendre parce qu'on n'y arrive plus. Et ça, c'est quelque chose de marquant. Je regardais l'autre jour dans mes archives de la conf, là, avant de venir là, et j'étais allé en manif à Limoges une année, ça devait être en 2014, et on avait fait un débat entre paysans, là, j'avais pris quelques notes. On occupait l'ASP, l'agence de paiement, des services de paiement à Limoges, et il y a un paysan de l'Aveyron qui avait dit, c'était à l'époque du bonheur est dans le pré, l'amour est dans le pré, là. Et le mec, il disait... sur la 6 Sur la 6. Et je suis désolé, j'ai jamais vu. Moi non plus. J'ai pas la télé. Et donc, le mec de l'Aveyron, il disait l'amour est dans le pré, mais la corde est dans la grange. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut pas oublier, que dans le monde agricole, il y a trop de gens qui n'ont pas d'autre issue que la corde. Et vraiment, il faut aujourd'hui un syndicalisme progressif, fort,
qui puisse impulser des dynamiques collectives et qui puisse vraiment donner de l'espoir aux gens. Pas donner de l'espoir en disant il n'y a qu'à Faucon. Ça, c'est trop facile. Je veux dire, dénoncer, tout le monde sait le faire. Hein. C'est tout pourri, ça va pas. Dire il faudrait faire des choses, ça, on peut le faire. Mais après, construire, moi, c'est mon credo. Dénoncer, proposer, construire. Construire, c'est très compliqué. Et je pense que dans ce temps-là, dans un temps où on négocie la politique agricole commune, où Macron, il fait n'importe quoi, où au niveau agricole, il y a quand même une grosse crise laitière, une crise de la viande, où les médias s'en foutent complètement du monde agricole. On ne parle pas de la crise agricole aujourd'hui, on ne parle plus des suicides. Il faut absolument qu'on arrive à trouver des solutions collectivement pour aller voir les parlementaires, pour construire, non pas le jour d'après, comme tout le monde se tape sur le ventre en disant le jour d'après, mais vraiment construire le jour d'aujourd'hui. Le jour d'aujourd'hui, il se construira avec les paysans qui vont rester vivants, quoi. Et il faut vraiment qu'aujourd'hui, on aille dans les cours des fermes, qu'on aille voir les paysans et qu'on leur dise, bon, ben voilà, où il est le problème et comment on avance. Ça, c'est primordial. On parle beaucoup des problèmes. Est-ce que vous avez des solutions concrètes? Les Ou alors chaque territoire, chaque paysan a des problèmes différents et c'est des réglages, des solutions différentes. Moi, je crois beaucoup à la politique, au sens noble du terme. Je pense qu'à un problème donné, il y a une solution individuelle. On peut tenter de s'en sortir. Nous, on a choisi de faire des yaourts sur la ferme avec ma sœur, en croisant les doigts tous les matins pour que nos voisins ne fassent pas de yaourts parce qu'autrement, on n'arrive plus à vendre les nôtres. Donc, je veux dire, c'est pas un truc durable. Justement, tiens, ces yaourts, après, on en fait quoi? Pardon? Comment on les vend? Concrètement, là, on est dans le concret. Comment on les vend? On va voir les grandes surfaces, on va voir les petits commerces. On fait quoi pour vendre ces yaourts? Nous, on a eu la chance, quand on a lancé notre activité yaourt avec ma sœur Catherine en 2009, on a eu la chance d'avoir des relais citoyens très forts qui ont monté des AMAP sur Saint-Étienne. Et donc, on livre la MAP de Vaubran, on livre la MAP du Remuéninge, on livre la MAP de la Côte-du-Roi à Roche-la-Molière et la MAP de Londaine à Unieux. Il y a des citoyens qui nous ont fait confiance, comme ils ont fait confiance à plein d'autres. Ça nous a mis le pied à l'étrier. Puis après, il y a la restauration collective qui fait qu'on arrive à vendre ses produits. Mais ça, c'est une solution individuelle. Ça, c'est individuellement, on a réussi à s'en sortir. Est-ce que c'est satisfaisant? Est-ce qu'on peut se satisfaire de s'en sortir, nous, et de continuer à voir les autres galérer? Alors, on peut se dire, nous, on est intelligents, on a réussi, et eux, ils sont très cons, ils n'ont pas réussi. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que le cadre politique dans lequel on évolue, il ne permet pas à tout le monde de survivre. Donc, il faut arriver à analyser la politique agricole commune. En France, c'est 10 milliards d'euros tous les ans. Avec ces 10 milliards, comment on arrive à envoyer de subventions agricoles, comment on arrive à envoyer cet argent là où il y en a besoin, c'est-à-dire dans les gens qui sont dans les territoires difficiles, chez les gens qui sont dans des productions un peu compliquées, vers aussi les productions qu'on peut faire évoluer en direction de ce que le consommateur attend. Parce qu'aujourd'hui, le consommateur, il attend qu'on empile les poulets dans un poulailler industriel. Non. Est-ce qu'il faut condamner le mec qui fait du poulet industriel? Non. Donc comment on fait évoluer tout ça avec les politiques publiques? Si on veut installer des paysans, parce que si on veut faire une alimentation de qualité, il faudra des paysans nombreux. Si on veut des paysans nombreux, il faudra forcément, un jour ou l'autre, se dire priorité à l'installation des paysans et des paysannes. Donc, partage de la terre. Il y a plein de choses à déployer. Moi, je pense qu'on est dans un temps politique où on se rapproche de la présidentielle, où il y a des choses à gagner. Moi, c'est mon analyse personnelle, où Macron, il ne va pas pouvoir faire de la merde comme ça jusqu'au bout, notamment au niveau agricole. Là, c'est plus des yaourts, là, c'est de la merde. Voilà, notamment au niveau agricole. Et je pense qu'on peut aller gratter des trucs. Ce sera à la marge. Mais c'est souvent ces petits trucs qu'on gratte à la marge qui font que le quotidien, il permet d'avancer un petit peu. Moi, j'aimerais que vous me réexpliquiez aussi une chose. J'ai vu dans le film, il fait du blé, il me semble. Ils vont le vendre, ils le vendaient 800 €, et puis on leur dit, maintenant, c'est plus 800, c'est 700. Oui, parce qu'on Comment ça se fait qu'on ne respecte pas les gens, j'allais dire, en leur disant, en changeant le prix à la dernière minute? Là aussi, l'État, il ne peut pas intervenir, il ne peut pas dire, on n'a pas le droit d'acheter en dessous de tel prix, parce qu'en dessous de tel prix, la personne ne peut plus vivre. Et s'il ne peut plus vivre, il faut lui donner du chômage, il faut lui donner des allocs, et c'est l'État qui paye, encore une fois. Ça, c'est ce qu'on a porté avec la Confédération paysanne dans la loi sur les états généraux de l'alimentation. Ne pas pouvoir vendre en dessous de son prix de revient. Ça, c'est quelque chose de primordial. Mais en fait, les transformateurs et les distributeurs, ils s'en foutent royalement. Royalement. Il faut une loi. Il faut leur mettre le canon sur la tête, et puis leur dire, il faut être raisonnable un petit peu. Oui, mais j'ai une autre question. On paye le litre de lait à peu près 1 € en magasin. Et je me rends compte que le paysan qui fait du lait, il ne vit pas parce qu'il vend son lait à perte. Ouais, aujourd'hui. Est-ce que moi, je ne suis pas capable de donner 2 € pour que ce mec-là, il vive? C'est un peu l'histoire du prix, là. Il y a quelqu'un, c'est le bon prix, là. C'est qui le patron, C'est qui le patron? Effectivement, en gros, aujourd'hui, le lait, en agriculture conventionnelle, classique, comme la pratique la majorité des paysans en France, il part autour de 30 centimes. 30 centimes.
Après, il arrive à 1 euro. Bon, alors qu'est-ce qui se passe? Comment on fait les 70 euros de marge? Il y a 70 centimes d'euros de marge. Il y a tout le processus de transformation du lait. Mais il y a aussi tout le stockage des excédents parce qu'on produit trop de lait. Aujourd'hui, on est en surplus de lait en Europe parce que le lait, on l'a envoyé en Chine. Et là, il se trouve que par les temps qui courent, la Chine, bon, c'est un peu moins fun. Donc, on leur envoie rien. Et c'est comment on arrive à déconnecter le revenu des paysans, comment ce qui se passe dans ma cour de ferme ne dépend pas d'une décision qui a été prise à Washington, à Pékin ou à Bruxelles. Et ça, c'est vraiment comment on peut envoyer du pognon avec l'argent public, puisqu'il y a de l'argent public, c'est 200 euros d'impôts par an et par habitant en France. Hein. Moi, il y a 200 euros de mes impôts qui partent subventionner l'agriculture française. Et donc, j'estime que je suis en droit d'exiger que ces 200 euros-là, ils aillent en direction d'une agriculture qui permette de faire vivre des paysans. C'est la première chose. Il y a des chômeurs de partout, il y a des gens qui cherchent du boulot. On peut employer en aidant les paysans à s'installer. Donc ça, c'est la première chose. On peut aussi réconcilier les consommateurs et les paysans en ayant des produits de qualité. Il faut vraiment qu'il y ait des décisions politiques. Moi, je crois que pour en avoir discuté avec lui en off, après son départ du ministère de l'Agriculture, Stéphane Le Foll, il avait cette ambition-là, clairement. Il avait une maquette, la PAC d'un côté, la loi de l'autre côté. Et un jour, je le trouve en sortant d'une audition à l'Assemblée nationale. Et je lui dis, tu peux m'expliquer la 5 minutes ce qui s'est passé? J'ai rien compris, en fait. Il me dit, ce qui s'est passé, c'est que la FNSEA est allée voir le président de la République, François Hollande, a dit, si c'est comme ça, si vous faites cette politique-là, nous, on fout le bordel de partout. Et Hollande lui a dit, OK, pas de problème. Donc voilà, il y a des gens qui ont quand même maquetté l'agriculture qu'il faudrait, l'agriculture idéale. Mais c'est une agriculture où il y aura un peu moins de pognon dans l'agroalimentaire. Et là, du coup, ça marche pas. Est-ce qu'on peut pas aussi expliquer un petit peu, être, pas de l'éducation, mais être professeur vis-à-vis des consommateurs? J'explique. Les gens de la région qui vont chez Aldi ou chez Lidl acheter du lait qui vient de Pologne ou de Tchéquie, ils vont vous dire effectivement qu'ils n'ont pas les moyens d'acheter du lait qui est plus cher. Oui. Mais ces gens-là, s'ils faisaient vivre le paysan du coin qui embauchait leur beau-frère ou leur belle-sœur, tout le monde serait gagnant. Voilà. On n'est pas d'accord? Si, on est d'accord. Donc, il faudrait peut-être l'expliquer un jour ou l'autre, parce que quand je vois que j'achète du lait qui est produit en Pologne et qu'il y en a qui est fait, allez, je vais dire au hasard, à Saint-Jean, je me dis, on marche sur la tête, encore une fois. Non, mais c'est sûr qu'on marche sur la tête. Et encore une fois, je suis désolé, mais si un litre de lait à 1 euro, il passe à 1,50 €, je ne sais pas si ça va bien changer grand-chose, alors que je connais des gens, encore une fois, il ne faut pas le dire, mais des smartphones à 1 000 €, c'est pas super nécessaire quand on n'a pas d'argent. Non, mais c'est sûr. Mais le problème de l'alimentation, de façon générale, c'est que c'est toujours le budget sur lequel on réduit. Oui, d'ailleurs, il a fortement baissé sur les années. Hein. Parce que le budget sur lequel on ne peut pas réduire et qui augmente beaucoup, de façon très insidieuse, c'est le logement. Oui, et puis tous les accessoires, mais le logement, Internet, le logement, c'est vraiment quand même... les prix se sont envolés, en fait. Il n'y a pas d'encadrement des loyers. Hein. Les loyers se sont envolés et quand on met... mais tout l'argent qu'on met dans le loyer, on ne le met pas dans la bouffe. Hein. Encore une fois, effectivement, il y a Internet, il y a le jour où les smartphone. gens pourront plus se loger, les prix redescendront. Oui, mais il y en a quand même de plus en plus qui ne peuvent pas se loger. Hein. Mais c'est le problème de 2020, c'est qu'il y a des gens qui travaillent et qui dorment dans leur voiture. C'est ça. C'est un vrai problème, donc, le logement. tout le monde, on est dans une société où tout le monde tire sur son voisin parce qu'il a plus que lui, alors qu'il a à peine de plus. C'est un peu l'histoire, je vais la faire courte, hein. C'est un peu l'histoire, vous savez, des 10 gâteaux. Le gros riche en prend 7, et puis en donne 3, et les autres se battent pour les 3. C'est ça. On est exactement là-dedans. Et ça, on y est totalement là-dedans. On est exactement là-dedans. Donc, moi, j'en reviens avec mon obsession politique. Il y a des politiques à Bruxelles qui peuvent réorienter les aides et l'agriculture. Il y a des politiques en France qui peuvent réorienter l'agriculture différemment. Ça veut dire qu'on ne peut pas vivre sans aide? C'est pas rentable sans aide? Après, on pourrait vivre sans aide, mais si le paysan, on lui enlève la subvention, s'il répercute le coût aujourd'hui, ce qui est subventionné sur son prix final, ça ne va pas passer pour le consommateur, clairement. Il n'y aurait pas d'autres solutions que de subventionner? Parce que finalement, l'idéal serait de vendre à un prix juste. Finalement, mais le paysan, il dépend des subventions, constamment. Il ne dépend pas du consommateur. Un producteur de viande bovine en 2020, là, cette année, son revenu sera composé de 120% d'aides. Ça veut dire que les aides, elles vont lui faire tout son revenu et elles vont boucher le trou que son boulot a créé à côté. Donc on marche quand même sur la tête. Parce qu'on s'y compte quand on voit un peu tout ce monde paysan, que beaucoup de paysans qui travaillent, là aussi on parle des Français feignants, qui travaillent 15 heures par jour, ne se sortent pas de salaire et ils mangent grâce à leur femme qui a un boulot à l'extérieur. Oui, souvent c'est ça. Et ça me... Mais c'est complètement... Il faut casser ce modèle-là. Moi, je suis pas trop un casseur dans l'âme, mais... 30 ans qu'on l'entend aussi, ça. Hein. Oui, mais il faut vraiment casser. Et on casse où? On le casse dans la construction, en fait. Et on le construit où, ce modèle-là? Ce modèle agricole, on le construit dans les écoles d'agriculture. Et dans les écoles d'agriculture, on est encore en train d'apprendre aux jeunes qu'il faut produire plus
plus de kilos par vache, plus de kilos de lait par vache, plus de kilos de viande, plus de kilos de céréales par hectare, plus de quintaux. Ce modèle du productivisme, il faut dire au bout d'un moment, stop, quoi. La nature, elle crie au secours. Les cours d'eau sont pollués, le climat, il est complètement déréglé. L'activité agricole, elle a un impact là-dessus. Les pesticides, c'est quand même un sacré problème. Les paysans, ils crèvent des pesticides aujourd'hui, on ne peut pas le nier. Donc cette agriculture productiviste, il faut passer à autre chose. On passera à autre chose s'il y a donc tous ces strates de politique qui prennent des décisions, mais on peut aussi le faire au niveau local. Au niveau local, on peut imaginer une plateforme collective de produits fermiers à l'échelle de Saint-Étienne Métropole, par exemple. Saint-Étienne Métropole dise, nous, on a envie que sur notre territoire, il y ait des paysans qui vivent. On va leur acheter dans toutes nos cantines de Saint-Étienne Métropole tous leurs produits. Donc, il va falloir recréer des abattoirs pour tuer les volailles, pour tuer des petits abattoirs, en fait, qui puissent être transformer la viande localement, peut-être des fruitières pour recréer du fromage local, réinstaller des producteurs de fruits, réinstaller des producteurs de légumes qui vivent correctement sur des surfaces qui soient aussi à proximité de Saint-Étienne et des grandes villes de Saint-Étienne, quoi. Il y a un vrai enjeu là-dessus. Je suis en train de me rendre compte que si vous parlez d'abattoir, tous les végans vont crier au scandale. Oui, j'étais à l'abattoir ce matin en tracteur. Et les végans, ils vont juste monter pour une association. l'anecdote, j'étais avec ma fille qui voulait venir à l'abattoir avec moi. Bref, on était en tracteur tous les deux. C'est elle qui allait sonner à la porte parce que c'est hyper surveillé. Et c'est elle qui a dit on vient amener une bestiole. Elle me dit le gars, il a l'air surpris. Bah oui, forcément, parce qu'en général, quand on est jeune et quand on est fille, quand on va à l'abattoir, c'est plutôt qu'on est végan et qu'on va manifester. Donc, il y a un vrai stress dans les abattoirs. Non, mais je comprends Moi, bien. je discute avec les gars, pas spécialement de ça, mais ce matin, je discutais de choses et d'autres avec eux. On sent qu'il y a un stress du fait de la cause végane. Moi, que les gens aient décidé de ne pas manger de viande, c'est leur choix, il n'y a pas de problème. Moi, il y a des choses que je préfère à d'autres, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais qu'on veuille imposer son mode de vie à l'ensemble de la population, je trouve ça complètement surréaliste. Ah, ça, c'est dans pas mal de sujets aujourd'hui, hein, mais on va pas bien sûr. on va pas faire de polémique. Mais bien sûr. Et par rapport aux végans, j'allais dire, ok, bon, si on va dans la déraison et la folie qui est la leur, on arrête de manger de la viande, on arrête d'exploiter les animaux. Donc demain matin, moi je rentre chez moi, je dis, on arrête d'exploiter les animaux. Ok. Donc ça veut dire qu'on fait quoi? On ouvre la barrière et on lâche nos vaches? On en fait quoi? Réellement? On n'en fait rien. C'est pas possible. On les laisse mourir de vieillesse. Voilà. Mais c'est pas possible, ça Donc, n'existe pas. on Il crée y aura des des animaux partout On sur les crée des autos. EHPAD pour les vaches. Voilà. Donc on est quand même dans une espèce de délire. Et en fait, Ouais, derrière mais- le mouvement végan militant, pas les gens qui ont décidé de manger autrement, derrière les militants végans et le mouvement végan au niveau national, c'est les multinationales de la bouffe végétale. Hein. C'est le steak végétal, c'est les OGM, c'est ceux-là qui sont là derrière. Hein. C'est la Silicon Valley aux États-Unis qui a trouvé des moyens de faire du business sur le végétal et contre l'animal. Donc aujourd'hui, il faut être très clair. Enfin, moi, j'ai toujours été très clair. Il n'y a pas à discuter, il n'y a même pas à négocier quoi que ce soit avec les associations. Je pense à L214, à 269 Life. Ces gens-là, ce sont des terroristes, ce sont des extrémistes. On ne peut pas discuter avec eux. Il faut laisser les paysans faire leur travail. Il faut nous donner les moyens de faire notre travail correctement. Nous, on a la chance d'avoir un abattoir de qualité à côté de Saint-Étienne. Je mets l'animal dans ma bétaillère. 40 minutes après, il est sur la chaîne d'abattage. Zéro stress, quoi. Il faut aussi que les pouvoirs publics ils donnent les moyens au territoire d'avoir des abattoirs où il y a des cadences un peu moindres, où on peut embaucher des gens qui n'ont pas eu le bonheur de faire des grandes études et qui peuvent trouver du boulot aussi de façon assez intéressante. Je ne dis pas que tuer des animaux, c'est passionnant, mais ça permet à des gens de vivre parce qu'il n'y a pas que le fait de tuer l'animal, il y a aussi le fait de le transformer, quoi. Il faut vraiment recréer une économie locale autour de l'agriculture. Du coup, vous m'avez donné faim. Donc vous, c'est la ferme des collines du Midi. Oui. Donc on a appris que vous faites des yaourts, mais vous faites quoi d'autre alors? Alors nous, on est sur une ferme familiale. Hein. Ça fait un peu plus de 100 ans qu'on est sur la ferme. Enfin, pas nous, hein, mais... C'est ce que je disais, vous ne les faites pas. Voilà, nos grands-parents. Donc moi, je me suis associé avec ma mère, puisque mon père était proche de la retraite quand je suis arrivé. Et là, on est avec ma sœur Catherine, tous les deux associés, et on a 4 salariés qui travaillent avec nous, à temps partiel ou à temps complet. Donc en plus, vous créez des emplois. On a créé de l'emploi. Clairement, on a créé de l'emploi parce qu'on a eu la chance d'avoir un bassin de consommation important à côté de Saint-Étienne, parce qu'on a pu vendre nos yaourts dans les collèges et les lycées à proximité, dans les cuisines centrales des villes du Tour. Voilà, on a eu cette possibilité-là, mais on ne fait pas tout notre lait en yaourt. Notre lait, il part au GIE Biolait. C'est le premier collecteur de lait bio indépendant en France, on va dire. Donc c'est du lait bio. C'est du lait bio, nous, Quelle on est en la bio, ouais. différence? Parce qu'on voit aussi ce mot bio sur tous les Alors, produits. nous, c'est, J'ai souvent des doutes. 0 pesticides sur Ouais. la ferme, 0 engrais chimiques. Ouais. Un nombre de traitements antibiotiques global extrêmement limité, interdiction de tout un tas d'insecticides. Moi, pour le moment, un truc tout bête,
j'ai des problèmes de bestioles qui mangent mon grain dans mon grenier à grains. Ouais. Et ben c'est très compliqué de trouver. Le mec il me dit mais on va mettre de la chimie. Non, mais nous on veut pas de chimie. On n'a pas le droit, mais on n'en veut pas en fait parce que c'est dangereux. Donc on va traiter avec la terre diatomée l'ensemble de nos cellules pour pouvoir faire la moisson dans quelques mois. Donc là on est en bio, on vend du lait au GIE Biolait qui rémunère de façon équitable et correcte les paysans, qui favorise les circuits les plus courts possibles. Qu'est-ce Notre qui, lait il part pas en Chine par exemple. qu'est-ce qui devient votre lait après? Vous Notre savez lait pour le moment, donc, il est ramassé tous les 3 jours. Il est revendu, puisque Biolait ne fait que collecter du lait. Hein. Ouais. Ils achètent du lait, ils le revendent. Donc ils en revendent à des gens qui transforment sur la Loire ou la Haute-Loire, probablement, du lait bio. Donc ça, c'est la partie laitière sur notre ferme. Combien de vaches? On a à peu près 40-45 vaches laitières. Et comment ça se passe, là, le renouvellement? Chaque année, on en rachète, Non. c'est les veaux qui viennent? Voilà, Comment c'est ça. Nous, on fait naître, en fait. Donc nos vaches, on essaye de faire en sorte qu'elles fassent un veau par an. Ouais. Il y a la moitié de mâles qu'on vend. Et il y a la moitié de femelles qu'on élève et qu'on garde pour renouveler notre troupeau, en fait. Donc voilà, on a une partie du troupeau, 25% du troupeau qui est renouvelé chaque année. Ces vaches qui sortent du troupeau, elles sont valorisées en steak haché et vendues à la ferme en steak haché surgelé. Puis après, on a un troupeau de vaches allaitantes qui est sur la ferme qu'on a à Roche-la-Molière. On est à cheval sur 2 communes. Et à Roche-la-Molière, donc on a 12 vaches allaitantes de race limousine qu'on commercialise aussi en direct. Mais après, c'est des choix qu'on a faits. Ça nous a permis d'employer. Ça nous crée aussi quand même beaucoup de... On a la tête pas mal pris là-dedans, notamment ma frangine qui gère beaucoup de choses. Et Il faut être paysan, il faut être commercial, il faut être comptable. C'est des Ouais. tonnes de métiers, tout ça. c'est pour ça que moi je revendique l'action collective en fait. Il faut qu'on arrive à proposer des systèmes collectifs de transformation. Il faudrait que, nous on a un atelier de yaourt, c'est le choix qu'on a fait, mais on pourrait imaginer un atelier de yaourt où il y a 10 producteurs qui livrent leur lait, qui soit transformé en yaourt en fromage. Il y en a un qui est en train de se monter sur les monts du Lyonnais, il y en a un qui est en train de se monter sur les monts du Forêt du côté de Burdine, dans le Pilat plutôt. Et moi je crois beaucoup à ça en fait, au fait de se regrouper collectivement, que les collectivités locales, elles disent bah, tiens, ça va créer de l'emploi, on va embaucher un fromager, on va embaucher un livreur, c'est sympa, on aide un peu au démarrage du truc. Oui, mais ça leur crée des soucis. Parce que vous voyez, déjà sur les places, on met plus d'herbe parce qu'il faut les couper, les herbes. Alors, on met des pavés, on met de la ferraille qui rouille, mais on met plus d'herbe pour pas passer la tondeuse, donc ça va encore leur créer Il y a des quand même soucis. en parallèle le système d'éco-pâturage qui... Moi, j'ai un copain à Sorbier, là, qui s'est mis à... Il a un troupeau de moutons et en fait, il fait pâturer les ronds-points, les espaces verts. Il y a des grands espaces verts dans certains. Il y a aussi, puisque je fais ma pub, c'est pas la mienne, mais Ben, je connais quelqu'un qui cherche 2 moutons pour son terrain, on verra ça après alors. Hein. on est en train de travailler avec quelques-uns. Moi, je suis juste un des petits bonhommes du dossier sur le quartier de Montrénon, dans le cadre du dispositif Zéro chômeur longue durée. Ouais. J'ai été sollicité avec d'autres par quelqu'un qui s'appelle Jean-Flavien Reynard Oui, je connais. pour travailler sur comment on arrive à faire une ferme urbaine autour de Montrénon, c'est-à-dire à remettre des légumes, à remettre peut-être de l'élevage, notamment de volailles, peut-être pour valoriser un peu les déchets ménagers, peut-être remettre du mouton, parce que Montrénon, c'est quand même extrêmement vert. Enfin, il y a tout un projet de redonner du lien entre l'agriculture et la cité urbaine de Montrénon autour de ce projet-là. Remettre de la Donc, campagne dans la ville. Oui, ou remontrer la campagne en ville, en fait. Parce que Montrénon, c'est quand même un peu... il y a beaucoup de campagnes. Là où il y a la ville, elle est très, très, très ville. Et là où il y a la campagne, un peu de Il y a campagne. beaucoup de béton et du verre autour. Voilà. Et on pourrait effectivement imaginer des projets. Enfin, il y a tout un collectif qui travaille Vous dessus. parliez d'avoir monté un atelier pour faire du yaourt. Là aussi, on s'improvise pas. Il faut une formation, il faut Ouais. apprendre. Alors nous, on a la chance d'avoir... quand ma sœur s'est installée, est devenue paysanne, on a repris la ferme des voisins qui avait une petite activité de transformation de yaourt. Et donc, on est allé chez eux, on a appris. C'est Marie-Rose d'Espinasse qui fabriquait ces yaourts-là, au bout du village à Landuzière. Et elle nous a donné son savoir-faire, elle nous a transmis son savoir-faire. Et on a pu reproduire ce savoir-faire. Parce qu'en fait, dans la vie, il y a les savoirs qu'on apprend à l'école, qu'on apprend bien ou pas bien. Et puis, il y a les savoir-faire. Et je pense que c'est quelque chose qui, dans la société d'aujourd'hui, est aussi nié, en fait. La transmission des savoir-faire Entre générations. c'est quelque chose qui se fait plus. Et pourtant, on s'aperçoit que Quand dans c'est une très, société, très tous important. les gens de 50 ans, on les met au chômage, ils Ouais. risquent pas de transmettre grand-chose. c'est clair. D'accord. On est d'accord. Quand on est petit, on se dit, je vais faire paysan. Moi, ça m'est venu très tôt, ouais. Et là, il y a des études spécifiques. Moi, j'ai fait une formation agricole. J'ai fait un bac agricole au lycée agricole de Montbrison-Précieux. Après, bon, voilà, j'ai ma formation de base. Après, derrière, j'ai fait le choix de faire un BTS commercial parce que ça me plaisait aussi. Commercial en lien avec l'activité agricole. J'ai un BTS commercialisation des viandes.
Et sur le GAEC, sur la ferme où je suis, mon associé, donc Catherine, est ingénieure agronome. Donc elle a fait carrément le gros cursus. Donc ça s'apprend. Mais après, on voit qu'on apprend aussi beaucoup sur le tas et puis qu'on apprend en faisant des essais. Sur une ferme, si on n'essaye pas, on n'est pas vraiment paysan. Nous, l'année passée, on a essayé de faire un peu de sorgho. C'est quelque chose qui est assez connu. Cette année, on va semer la semaine prochaine du teff. C'est une céréale éthiopienne. J'ai vu ça. On anticipe peut-être un peu trop le réchauffement climatique, mais voilà, on va essayer comment produire de la nourriture avec le dérèglement climatique et aussi comment on va pouvoir, avec notre territoire, moi j'y tiens beaucoup, notre territoire, le territoire sur lequel on vit, comment on va pouvoir lui faire donner le meilleur de lui-même pour produire un produit qui lui ressemble, c'est-à-dire de la viande qui soit de qualité, du lait qui soit de qualité, pas plus chez nous que chez les autres, mais vraiment extérioriser notre territoire à travers nos produits. Et quand on plante ces nouveaux produits, on a déjà les débouchés parce qu'il va falloir les Mais nous, vendre. c'est pour le faire manger à nos vaches. Ah, c'est seulement pour Ouais, les ouais. faire. Donc ça veut dire. Est-ce que ça veut dire que le lait aurait un goût différent ou la viande un goût différent? C'est plus pour faire du volume, là, en fait. Ah, c'est c'est vraiment du volume. pour, voilà, on Ça s'aperçoit que les évite d'acheter printemps des sont produits secs. de complément. Voilà, ça évite d'acheter du foin. Nous, on est vraiment, et le concept d'agriculture paysanne développé par la Confédération paysanne est vraiment centré sur l'autonomie. Nous, on est là-dessus, de dire, bon, bah, voilà, on va essayer d'acheter le moins possible. Enfin, on n'achète rien au niveau de l'alimentation des animaux. On produit tout nous-mêmes. Mais avec le réchauffement climatique, avec les sécheresses à répétition, bon, on va essayer quand même de trouver d'autres solutions. Après, on a essayé, avant, on n'avait que de la Primolstein en race, donc les noires et blanches dans le troupeau. On a mis un peu de Montbéliarde, on a mis un peu de Brune des Alpes. Là, on a une ferrandaise qui est une race locale, ferrandaise Clermont-Ferrand, qui va venir intégrer le troupeau de vaches à viande. Voilà, on est aussi dans les essais, on bénéficie de l'expérience des autres pour faire ça, quoi. Vous avez tout un réseau de toute façon Oui, qui oui. vous conseille et qui vous donne des idées. Oui, oui, complètement. On a le réseau au niveau de la formation. Nous, on est sur 2 réseaux. Le réseau des ADR, FADR, c'est-à-dire l'organisme de formation de la Confédération paysanne, qui forme énormément dans la Loire. C'est vraiment un vivier de formation fort. Et puis le vivier des groupements vétérinaires. Ma sœur est présidente du groupement vétérinaire de Saint-Bonnet-le-Château, là. Et du coup, là aussi, il y a énormément de formation au niveau animal. Comment soigner ces animaux avec des huiles essentielles, par homéopathie. Enfin, c'est plus son domaine à elle que le mien, mais c'est vrai que là-dessus, on arrive à avoir des très très bons résultats. Dernière question technique avant de passer à la politique locale. Quand on va dans un magasin, alors je ne vais pas parler des fruits parce que moi j'ai regardé pendant le confinement, là, on m'a parlé des producteurs de la région et j'ai vu que des produits qui venaient d'Espagne, enfin bon, bref, je vais encore me faire des ennemis. Quand on va dans les rayons, mettons dans la boucherie et qu'on voit des viandes qui viennent d'autres pays, est-ce qu'on n'est pas énervé ou on n'a pas une réaction un peu de colère? C'est-à-dire qu'on marche sur la tête. On nous dit qu'il faut limiter les déplacements, il faut limiter... ouais, il faut faire gaffe à l'empreinte carbone. On a chez nous de la viande de qualité en France. Et en fait, cette viande, on voit que elle est envahie dans les étals des bouchers par de la viande pas chère. Je pense à l'agneau qui vient de Nouvelle-Zélande. Il y a aussi un accord qui a été signé il n'y a pas longtemps, je crois, Voilà, avec le Mexique. Et voilà, il y a l'accord qui a été signé avec le Mexique, là, en plein confinement, par aura la des Commission tapas. européenne. Et on va récupérer de la viande mexicaine, Ouais. mais parce qu'on va leur vendre autre chose. Ouais. Mais en fait, c'est cette espèce de délire de la mondialisation pour faire du business qui commence à peser lourd sur la planète et à peser lourd sur les hommes et les femmes qui travaillent, en fait. Et aujourd'hui, il faut simplement se dire, puisqu'on consomme de tout partout, produisons de tout partout, en fait. Qu'est-ce qui manque sur le bassin stéphanois? Il manque peut-être un peu de volaille bio, il manque peut-être un peu de mouton, il manque peut-être de légumes, de fruits. Bon, comment on arrive à accompagner des gens dans un processus d'installation, d'appropriation de savoir et de savoir-faire pour qu'ils puissent produire ce qui manque ici et qu'on n'aille pas chercher des légumes en Espagne. Mais après, pourquoi on va les chercher en Espagne? On va les chercher en Espagne parce que c'est pas cher. Et pourquoi c'est pas cher? Parce que là-bas, ils exploitent les travailleurs de façon complètement délirante. Ils ont quand même pour eux, les migrants, c'est du pain béni, en fait. Ils récupèrent les migrants pour les exploiter comme des esclaves dans les serres à Almeria. J'ai vu, Donc un peu là, la c'est même un vrai chose, problème, j'ai vu un peu la même chose dans le textile. Oui, forcément. La main-d'œuvre pas chère. Et des conditions de travail proches du Moyen-Âge. Non, mais complètement. Il y a des gens qui n'ont pas de honte. Il y a des gens qui sont capables de gagner des millions et des millions en mettant dans la misère tout un tas de salariés. C'est quand même un peu problématique. Est-ce qu'on est optimiste et on se dit que ce confinement, finalement, cette épidémie, elle aura quelque chose de positif, c'est qu'elle va changer les choses? Moi, je pense qu'elle a permis de parler beaucoup. Les médias parlaient beaucoup effectivement du Covid, mais ça a permis aussi de parler pas mal des échanges mondiaux, de la relation qu'on a à la planète, pourquoi on est allé en Chine, pourquoi les Chinois envoient des trucs. Enfin, il y a quand même des gens qui ont eu les éléments qui sont arrivés sur la table pour s'approprier et se faire leur réflexion. Après, est-ce que ça va changer du jour au lendemain? Ça sera quand même un peu plus compliqué.
Je pense qu'il faut recréer du lien. Et la deuxième leçon du confinement, je pense que c'est ça aussi, à mes yeux, c'est que les gens se sont aperçus qu'ils avaient besoin des autres. En fait. Ne serait-ce que pour parler, hein, ne serait-ce que pour aller discuter. Enfin, moi, il y a des gens qui passaient à la ferme chercher des produits, ou on allait livrer des produits dans des magasins où les gens parlaient parce qu'ils avaient besoin de parler. Et nous aussi, on avait besoin de parler parce que on a coupé nos habitudes. Et je pense que ce besoin de lien qui s'est exprimé et qui s'exprime aujourd'hui encore en sortie de confinement, c'est quelque chose qu'il faut qu'on garde. Il faut qu'on garde, pas dans l'esprit forcément, il faut qu'on se voit sans arrêt, mais on a besoin les uns des autres. Et si on a besoin les uns des autres, comment on arrive à faire que ces liens qui se recréent, on arrive à les faire constructifs? Comment on arrive à se repolitiser les uns les autres, en fait? Comment on arrive à se dire, le nous collectif, il doit construire un paysage politique au sens noble du terme, hein, un paysage politique différent. Qu'est-ce qu'on a besoin sur Saint-Étienne? On a besoin de boulot, on a besoin de produits de qualité. Et comment tu vois les choses? Moi, je le vois comme ça. Et je pense que c'est ça qui est important de faire naître. Et moi, je me suis rendu compte que ce qui me manque le plus, c'est pas un film, c'est un match de temps en temps de football. C'est vrai. C'est vrai. Alors moi, je fais pas trop le malin parce que j'étais de ceux qui sont rentrés sur la pelouse pour la demi-finale de la Coupe de France à Saint-Étienne-Rennes. Ouais, Donc, je sais pas si on a été les plus intelligents du monde sur ce coup-là. Ouais, on le savait pas. Donc à la veille du pas, confinement. Mais bon, moi, je regrette pas. Moi, je l'ai perdu aussi pendant 6 ans, cette habitude d'aller au Geoffroy Guichard, quoi. C'est quelque chose. Le cœur de la ville, il bat aussi à Geoffroy Guichard quelque part. Et la culture populaire autour du foot, les échanges autour du foot. Je parle pas du foot business, hein, mais ouais, je pense que c'est important d'avoir des lieux où on échange. Alors, ça peut être autour d'un stade, ça peut être aussi dans un théâtre, dans un cinéma. On Je pense qu'on a besoin de ces liens. On a besoin de culture, c'est évident. Mm. Dernière petite question, c'est un peu de la politique. Est-ce que vous pensez justement, pour continuer, que tous ces petits magasins de proximité, finalement, on se rend compte qu'ils ont de l'avenir et que tous ces grands centres commerciaux, ils vont peut-être batailler dans les années qui viennent parce que les gens se sont rendus compte que finalement, c'était pas si mal d'aller voir son petit producteur du coin? Je pense que les gens, effectivement, ils sont venus voir le producteur du coin et ils en étaient assez contents. J'étais à la map de Beaumont tout à l'heure, on en parlait avec les autres producteurs. On les voit un peu moins venir chez nous ces jours-ci avec le déconfinement. Mais c'est humain, je veux dire, c'est normal. Nous, on était ouverts, il y avait tout un tas de choses fermées, ils sont venus nous voir. Il y en a qui continuent de venir. Mais je pense que les réflexes de distribution, ils vont revenir. Mais Le rôle d'être ambassadeur? alors, moi, Pierrick m'avait contacté, je me rappelle pas quand, ça devait être à l'automne dernier, pour savoir si je voulais tenir un rôle dans la campagne de Saint-Étienne demain, puisque c'était vraiment Saint-Étienne demain, c'était pas Pierrick Courbon. Et moi, ça m'a quand même assez plu, la démarche de Saint-Étienne demain, avec ces collectifs qui décidaient, qui proposaient la construction collective d'un programme, une gouvernance différente, plein d'idées sur Saint-Étienne. Donc, voilà, moi, j'ai beaucoup hésité. Pierrick, c'est quand même quelqu'un d'assez convaincant, on va dire, qui lâche pas l'affaire facilement. Et donc, voilà, je lui dis, mais oui, à la limite, mais attends pas de moi que je m'investisse beaucoup. J'ai pas forcément l'énergie, j'ai pas Surtout qu'on forcément l'envie. vous a vu à plusieurs endroits.
Oui, moi j'ai été sollicité par pas mal de gens pour apporter une expertise agricole sur la façon dont ils voulaient gérer leur commune. Voilà, moi je suis intervenu et je leur souhaite, puisqu'il y en a encore qui sont qualifiés pour le deuxième tour, de gagner. Je pense notamment à Vincent Bonny à Rive de Gier ou Anne-Sophie Puteaux à Firminy. Et pour en revenir au rôle d'ambassadeur, voilà, moi j'ai contribué à ma façon à travailler sur le programme en gros agricole avec d'autres de Saint-Étienne demain. Aujourd'hui, il y a fusion des listes entre la liste menée par Olivier Longeon et par Pierrick Courbon. Je ne sais pas si le rôle d'ambassadeur il tient toujours. Moi, j'avais signé en gros pour soutenir la démarche de Saint-Étienne demain et de Pierrick Courbon. Je suis très copain avec Olivier Longeon et Je vous dis ça parce que je vous ai vu en arrière-plan sur les photos. oui, j'ai vu aussi. J'ai vu aussi, mais bon, voilà. Mais moi, je pense que ce qui est important dans la campagne qui arrive, c'est comment il y a une parole différente du fatalisme qui va pouvoir être portée sur Saint-Étienne. Comment on va faire, on parlait de commerce de proximité tout à l'heure, comment on peut dans un même temps, Gaël Perdriau aller dire on va faire du commerce de proximité et inaugurer le style à l'automne. Il y a des choix, même si c'est pas son choix politique, il faut quand même repenser un peu le système de développement de Saint-Étienne. J'ai vu beaucoup de choses passer aujourd'hui sur le style. Il faut quand même qu'on revienne à la genèse quand même, parce que c'est facile de tirer sur l'ambulance, comme on dit, mais c'est même pas une ambulance, puisque il est haut dans les sondages. Mais le style, j'ai vu que c'était un projet de Michel Thiollière. Donc c'est pas un projet de M. Perdriau. C'est lui qui va inaugurer, non? Mais bien sûr. C'était ensuite un petit peu avec M. Vincent. C'était un peu en soi, parce que c'était Casino qui devait déménager à la base. Et maintenant, c'est M. Perdriau qui va conclure. Donc il faut quand même pas toujours tirer sur les mêmes, parce qu'on est en campagne. Et puis le style, je vais vous dire une chose toute simple. Si ça doit marcher, ça marchera. Si ça marche pas, eh bien, ils fermeront autre chose. Oui. Moi, ce que je trouve déplorable dans l'histoire du style, je suis tout à fait d'accord. Hein, c'est Perdriau, il va couper le ruban, mais c'est pas lui qui a lancé le dossier. Il faut être de temps en temps honnête. Un petit peu, mais complètement. Tout le temps, il faut être honnête. Non, de temps en temps. Ça et du coup, par rapport à ça, il y a quand même des magasins qui vont quitter le centre-ville de Saint-Étienne pour aller au style. Oui, mais ils seraient peut-être allés à Andrézieux. Ils seraient peut-être allés à Andrézieux, mais ça fait quand même du mal quand on est dans Saint-Étienne, qu'on voit que les magasins ferment, la vie, elle se concentre. Il y a de la vie dans Saint-Étienne, elle se concentre dans des pôles de vie différents. Je dis pas que c'est la faute de Perdriau. Mais toutes les villes sont comme ça. Oui, mais c'est quand même un peu déplorable. Oui, mais après, comment on arrive à réinventer un commerce de proximité? Moi, je pense que c'est comment on arrive à recréer du lien entre les gens. Remettons des commerces de proximité qui vendent de la qualité. Oui, mais par l'alimentation. Je pense que l'alimentation, c'est un vrai vecteur. Quand vous avez un boulanger qui vous fait un pain super, vous êtes capable de faire presque 1 kilomètre de plus pour aller lui chercher sa baguette chez lui. Dans les installations d'agriculture les plus innovantes, il y a les paysans boulangers. Il y a 15 ans, les paysans boulangers, personne n'en parlait. Aujourd'hui, les mecs, ils s'installent, ils font du blé. Ils font du pain, ils vendent leur pain. Il y en a même qui font meunier. Il y a des paysans qui font meunier et vendent leur farine. Peut-être le temps qui est comme ça aujourd'hui. Ils croulent sous la demande. Donc, il y a vraiment. Donc là, il y a un vrai truc. Voilà. Après, pour en revenir au rôle d'ambassadeur, moi, j'ai beaucoup d'amitié pour Pierrick. Je m'entends bien avec Olivier Longeon. Il y a pas de. Voilà, ils sont en train de faire leur truc. Moi, j'ai complètement décroché en fait. J'ai complètement décroché au niveau politique là, pendant. Et justement, ça s'est passé comment pendant 2 mois, le confinement? Est-ce que c'était un confinement un peu particulier quand on est paysan? C'est particulier parce qu'on a l'impression que la vie s'arrête autour de nous, mais que nous, on continue de vivre, en fait. Ouais. Moi, je me suis retrouvé... Parce que les animaux, ils n'ont pas compris, je pense. Non, ils n'ont pas compris. Et nous, en fait, honnêtement, on a continué les travaux des champs. Alors, il y avait quand même le côté anxiogène de tout ce qui est les médias qui rabâchaient, le nombre de morts tous les soirs. Donc, il y a ce côté-là, mais on était quand même au grand air. On voyait plus de gens. Enfin, moi, mes filles, elles étaient confinées avec moi, par exemple. Voilà, je les ai eues pendant 2 mois à la maison, ce qui n'était pas arrivé depuis des années. Donc, ça faisait des bras de plus pour le fromage, alors pour le yaourt? Ouais, oui. Enfin, voilà, on a un jardin qui est bien. Il y a plein de gens qui sont venus à la maison se confiner. Enfin, voilà, on était quand même privilégiés par rapport à tout un tas de gens qui ont été confinés dans des appartements, qui ont été confinés nombreux dans des petits espaces. Ça, c'est compliqué. Donc, moi, je pense qu'on a été privilégiés dans le confinement, nous, au niveau agricole. Du coup, j'ai perdu le fil, je plaisante et je perds le fil. Je vous ai vu donc à différents endroits pour cette campagne. On a notamment, qui vous a salué d'ailleurs lundi, Vincent Bonny. Là aussi, à Rive de Gier, on va donner la même parole qu'on donne à Saint-Étienne, ou alors est-ce qu'on a un discours un peu différent suivant les villes? Moi, Vincent, il m'avait demandé d'intervenir dans une soirée où on parlait d'agriculture, d'alimentation, de relocalisation de l'agriculture. Moi, je suis allé expliquer ma façon de voir les choses, comme je l'ai expliqué dans la campagne d'Anne-Sophie Puteau à Firminy ou d'Olivier Brouillot à Roche-la-Molière. Il n'y a pas de... Et puis dans celle de Pierrick, bien évidemment, à Saint-Étienne. Il y a juste cette volonté de partager un peu mon expertise, si tant est que je sois un expert, mais au moins de ce que j'ai vu, d'où j'étais pendant un temps,
Voilà, moi, comment je vois les choses et comment il me semble que ce serait important de développer. Et vraiment remettre la notion métropolitaine dans l'élection municipale. Parce que les communes ont quand même un rôle à jouer, mais la métropole a un surpoids, j'allais dire, de plus en plus important. Et il faut que toutes les communes les maires ont été élus pour pas mal déjà au premier tour, il faut que toutes ces communes, elles s'engagent dans une métropole qui a un vrai projet de territoire économique, culturel, sportif et agricole. Alors j'avais noté également que dans votre passé pas si vieux, vous aviez été élu à Saint-Genélaire. Ouais. Et j'ai pas tout compris. À Saint-Genélaire, le maire qui était plus ou moins socialiste, de gauche, fait alliance avec la droite. C'est un peu compliqué, ouais. C'est M. Pinatel qui a mis un peu la pagaille là-bas. Non, moi j'ai été élu avec Christian Julien sur sa liste en 2001. On était donc 22 élus sur 29. On avait battu 50-50 hein, l'équipe de Roland Vacher. C'était un peu la surprise. La gauche revient à Saint-Genélaire. Et puis la droite est revenue en fait, mais on n'a pas changé de maire. Donc moi j'ai pas compris non plus. C'est l'effet La République en marche. J'en sais rien, mais moi ça me désole. Ça me désole de voir qu'en fait il y a des gens qui tiennent un mandat de quelqu'un. Quand on se présente à une élection politique, c'est qu'au départ, il y a des gens qui ont milité, qui ont été distribuer des tracts, qui ont mouillé la chemise. Et l'élection, elle ne s'est pas gagnée toute seule en 2001. Et celle d'après non plus. Après, il y a forcément le bilan qui pèse lourd. Et je ne mets absolument pas en cause les compétences de Christian Julien. Mais je vois aujourd'hui quand même qu'on va chercher le chef de file de l'opposition, qu'on fait une liste unique. Mais enfin, on marche sur la tête. Ça veut dire qu'on partage toutes les valeurs des gens du camp d'en face. Enfin, moi, je comprends pas. Ça noie le poisson, ça mélange les genres dans la tête des gens. Voilà. Après, Saint-Étienne, c'est une ville qui devient de plus en plus une cité dortoir pour gens plutôt aisés de Saint-Étienne. Saint-Genélaire, vous voulez dire. Saint-Genélaire, ouais. Saint-Genélaire. Donc, une banlieue dortoir plutôt pour des gens qui ont du fric, on va dire. Ce qui n'est pas forcément désagréable quand on fait du commerce comme nous. Mais il y a quand même une rupture, même à l'échelle de la commune, entre nous, travailleurs de la terre et utilisateurs de la campagne, et puis la commune. On voit bien qu'on a de plus en plus de difficultés à se faire entendre sur le passage des engins agricoles sur les routes. On nous met des dosanes de partout, on s'arrache le dos. Sur les chemins ruraux qui sont entretenus pour que les piétons et les marcheurs y passent, mais qui sont plus calibrés pour nos tracteurs. Des gyrophares qu'on a. C'est très bas de gamme, très terre à terre. C'est surtout du réel. Des gyrophares qu'on arrache parce que personne vient élaguer. Enfin, au bout d'un moment, on se dit, mais est-ce que même à l'échelle d'une commune comme la nôtre, Saint-Genélaire, il n'y a pas une rupture ville-campagne, quoi? La ruralité, on fait comment? On fait comment pour avancer ensemble, et plutôt que de dire, bon, bah, là-bas, il y a 4 voies à prendre, on s'en fout, en fait, on va laisser les arbres au milieu de la route. Là-bas, c'est pas gênant. Enfin, ça veut dire qu'il n'y a plus de dialogue? Nous, on a un dialogue à Saint-Genélaire avec le maire. Hein. Il reçoit les paysans tous les ans, il écoute ce qu'on a à dire, et puis on revient un an après, on redit les choses. Ça, c'est un dialogue. Moi, ce que j'aimerais, c'est une construction collective de solutions. Enfin, sur Saint-Genélaire, il y aura plein de choses à faire, mais sur d'autres communes aussi. Et de façon générale, c'est comment on arrête les affrontements à s'envoyer des scuds dans le coin de la tête, et comment on arrive à construire collectivement des projets, collectivement, sans renier ses idées premières. Enfin, je veux dire, on ne va pas changer de camp politique. Moi, quand je vois ce qui s'est passé à Saint-Genès, ce qui s'est passé aussi à Saint-Étienne, hein, on a sur certaines listes des gens qui ont été des prises de guerre politiques, qui sont passés d'un camp à l'autre en cours de route. C'est un peu spécial. Ouais, moi, ça me prend un peu. Voilà, je me dis, moi, je n'irai pas adhérer à la FNSE à demain, quoi. On peut changer d'idée. On peut changer d'idée, complètement. On peut être séduit par un personnage aussi. C'est ce qui se passe à Saint-Étienne. Mais moi, ce qui me choque toujours, c'est des gens qui, pendant 6 ans, me donnent des leçons et après font exactement le contraire. Ça, c'est gênant. Ça me paraît toujours un peu bizarre. Et moi, j'ai des leçons à donner à personne parce que je suis rien du tout. Mais c'est toujours amusant et puis je crois que c'est. Mais la cohérence, c'est important. C'est l'humain. Et puis je crois que c'est ce qu'on attendait peut-être un peu d'Emmanuel Macron, c'est qu'il n'y ait vraiment plus de droite et plus de gauche et des gens qui avancent tous ensemble. On se rend compte que finalement, c'est toujours pareil, quoi. Bah oui, par Macron, on voit que c'est quelqu'un qui est très habile dans le discours. Il arrive toujours à trouver les mots qui font espérer que oui, il va peut-être y avoir un changement. Enfin, moi, pour avoir assisté à plusieurs de ses discours en tant que syndicaliste, c'est quelqu'un qui arrive à séduire avec les mots. C'est quelqu'un qui est à l'aise à l'oral, qui fait des discours fleuves, mais qui arrive à garder l'attention. Enfin, moi, je me rappelle d'un discours d'1h40 à Saint-Genès-Champanel dans le Puy-de-Dôme pour les vœux agricoles une année, où en fait, on ne voit pas le temps passer. Mais au bout d'un moment, il a quand même du mal à passer du discours aux actes. Et ça, c'est un vrai problème dans la société actuelle. C'est pas la France c'est quand aussi. on dit les choses, on va faire, et puis en fait, on le fait pas. Donc là, c'est un vrai problème. Et il va falloir aussi un jour ou l'autre que tous les gens qui sont aujourd'hui dans les ministères, qui ont un cursus cabinet ministériel, qui sont un peu coupés des réalités du monde réel du travail, ils reviennent sur le terrain, quoi.
Ils viennent faire ce que les élus locaux font, hein, d'aller dans les associations, d'aller voir les gens sur leur lieu de travail et dire bon, alors il est où le problème, comment on peut faire. Et là, on l'a plus en fait. On a une strate dirigeante au niveau national qui est, pour l'immense majorité, totalement coupée du reste du monde. Et c'est ce que dénonce d'ailleurs François Ruffin très régulièrement. Quand il fait ses interventions à l'Assemblée, il leur remet le nez dedans en disant non, mais là, de façon très concrète, on fait quoi? C'est lui qui passe pour un extraterrestre. Oui, il passe pour un extraterrestre. Pourtant, lui, je pense qu'il a réellement tout compris. Oui, non, mais je suis d'accord là aussi. On se rejoint souvent. Est-ce que c'est pas cette Europe aussi qui dicte au pays ce qu'il faut faire? On parle de la France, mais on a l'impression qu'on a les poings liés et que tout vient d'Europe et que par rapport, encore une fois, si on donne un marché au Mexique, on leur achète leur viande en échange. On avait déjà parlé de ça sur d'autres sujets. Est-ce que finalement, on n'est pas tous... Regardez, tout simplement, tout à l'heure, on parlait de Saint-Etienne. Si on crée un abattoir, on aura demain les végans qui vont... Donc, on ne va pas créer d'abattoir pour pas déranger les végans. On est tous bloqués. Maintenant, on est dans une société où on ne peut plus rien dire parce que c'est mal interprété. Ouais. Il y a beaucoup d'intolérance. Si on fait de l'humour, c'est un désastre. Ouais. Donc, on ne dit plus rien, on se cache et puis voilà. Il y a beaucoup d'intolérance. En fait, on est en train de faire des cases. Et les cases, elles sont de plus en plus petites. Et on met des gens dans des cases de plus en plus petites. Oui, mais les cases, elles changent aussi. Hein. Voilà. Donc, mais il n'y a plus de possibilité aujourd'hui de... Enfin, moi, je pense qu'il y a des vraies atteintes à la liberté. Réellement, aujourd'hui. La semaine dernière, il y a eu le décès de Guy Bedos. Moi, je repensais à Pierre Desproges. Je me dis, mais ce mec-là, aujourd'hui, il serait censuré de partout, en fait. À Desproges, je crois que les générations qui ne l'ont pas connu ne pourraient pas comprendre. Non, mais je pense qu'il serait censuré de partout parce qu'on est tellement dans le... Oui, sous prétexte de respect de tout, on est en train de priver tout le monde de liberté. Et moi, ça m'inquiète beaucoup, beaucoup, beaucoup. La capacité de chacun de dire, voilà, moi, ce que je pense, c'est comme ça. Ça vous plaît pas, mais moi, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? On en débat. Aujourd'hui, on n'est plus dans le débat. On dit, ce que tu as dit, tu as le droit de le dire. Ce que tu as dit, tu n'as pas le droit de le dire. Et ça, c'est quand même embêtant. Le pire, c'est quand on dit la même chose et qu'on ne se comprend pas et qu'on s'engueule en disant la même chose. Ça, oui. C'est le pire. Ça, c'est vrai. C'est le pire de tout. C'est un petit peu fâcheux. Est-ce que vous pensez que Coluche, c'est fini, ça n'existera plus jamais? Ah oui, mais quoique la vie, c'est cyclique. Hein, si oui, c'est cyclique, mais on est quand même... Après, il y a des vraies prises de conscience. Aujourd'hui, on voit ce qui se passe après ce qui s'est passé aux États-Unis. On voit qu'il y a une vraie prise de conscience, qu'il y a des gens qui sont complètement opprimés, qui sont complètement niés dans leur existence propre. Et on ne peut pas tolérer ça. Après qu'on fasse les amalgames en permanence avec tout, qu'on fasse preuve d'une intolérance globale de tout. En gros, je suis pas d'accord avec toi, donc je veux plus entendre parler de toi. Je te mets dans une case. Moi, je trouve ça un peu... c'est pas ce qui va enrichir le débat public, c'est pas ce qui va enrichir l'expression publique. Et tout à l'heure, on parlait de liens. Moi, je crois que souvent, avec les gens, on dit, bah lui, je l'aime pas, j'aime pas ce qu'il fait, je pense pas comme lui. Puis au bout de 2 cafés, on se rend compte qu'on a des tonnes de points communs et qu'on pense finalement la même chose. Non, mais je pense que... C'est de l'incompréhension, je crois. Ouais, puis on est dans un camp et voilà. Sortir des postures. On est borné. Il faut sortir des postures et du dogmatisme, réellement. Qu'est-ce qu'on peut rajouter sur cette ferme des collines du Midi? Alors, on peut aller chez vous pour commander. Comment ça se passe, le système de vente? Nous, on livre pas mal sur Saint-Etienne, donc sur les AMAP. Il n'y a pas un jour où il y a de la vente à domicile? On fait de la vente à la ferme les soirs sur rendez-vous. Les gens prennent rendez-vous et on prépare la commande à l'avance. Les soirs, mais nous, on a une adresse mail, on n'a pas de site internet. On a une page Facebook. Ouais. Une page Facebook, la ferme des collines du Midi, où il y a à peu près tous les renseignements sur lesquels les gens peuvent s'arrêter sur la ferme. Je me suis arrêté sur votre lard et le lard, c'est... Oui, j'ai jamais vu quelque chose d'aussi bon. Oui, mais c'était un peu un événement festif. Ouais. Là, Après, c'est vrai que bon, il y a ce qu'on transforme sur la ferme, et puis après, il y a notre façon de vivre à nous. Hein. Nous, on tue un cochon par an, on mange notre cochon. Voilà, c'est aussi... On est paysan, mais on aime notre pays, on aime notre métier dans tous les sens du terme. C'est-à-dire, on aime notre pays dans lequel on vit, au niveau local, notre petit village, mais on aime aussi notre façon de produire et on aime la bonne bouffe. Et moi, je pense qu'il faut créer des lieux où les gens se rencontrent, discutent, mangent, boivent, vraiment que les gens apprennent à se connaître. Et ça, c'est très, très important. Est-ce que vous avez le temps de dormir avec tout ce que vous faites? Moi, je dors beaucoup pour le moment, ouais. Je fais plus rien, en fait. Moi, je traite mes vaches le matin, je bosse sur la ferme la journée, je rentre le soir. Non, moi, pour le moment, j'avais besoin de ça. J'ai fini rincé. Il faut se ressourcer. J'ai fini rincé. J'arrivais pas à trouver, quand j'ai arrêté le poste de porte-parole, les mots pour définir dans quel état j'étais. Et un jour, je tombe sur une interview de Jean-Louis Gasset qui disait non, mais moi, je vais arrêter, en fait. Et je vais arrêter parce que j'en peux plus. Je vais aller voir ma mère à Montpellier. Là, je suis rincé, en fait. J'ai plus d'énergie. J'ai plus d'essence dans le moteur. J'ai envoyé cette vidéo à un pote, je lui ai dit, tu vois, en fait, j'arrivais pas à trouver les mots, c'est exactement pareil. Bon, après, moi, j'ai pas le niveau de Gasset, ça n'a rien à voir, mais
J'ai tout donné et c'est ça qui est bien à la Confédération paysanne. On a des mandats limités, 8 ans maximum au niveau national, au comité national. Moi, j'ai fait 8 ans, donc 6 ans de porte-parole. Et on sait que ça s'arrête et que c'en est un autre qui prendra la place ou une autre. Donc ça, c'est rassurant parce qu'on peut tout donner et puis après, on passe à autre chose. Et la conf, elle n'en est jamais morte en fait. Quand on voit tous ces élus qui disent « Ah oui, mais moi, si j'arrête, après, ça va pas marcher. » Mais ça marche toujours en fait. La nature a horreur du vide. Et le renouvellement démocratique, il passe uniquement par ça, quoi. Il y en a plein les cimetières, Mais bien sûr. indispensables. Et dans toutes ces années de rencontres, alors il y a les anonymes, il y a les gens célèbres. Est-ce qu'il y a vraiment des rencontres que vous avez vraiment adoré faire, que des gens exceptionnels que vous avez rencontrés? Ouais, moi, j'ai vraiment rencontré dans les gens proches sur lesquels j'ai rencontré au travail à la Confédération paysanne, sur toutes les rencontres que j'ai pu faire au niveau des décideurs économiques et politiques. Et puis, vraiment, moi, j'adorais aller dans les départements, dans les assemblées départementales de la Confédération paysanne, rencontrer des paysans, des paysannes, faire des débats. Ouais, chaque rencontre est magique. Moi, j'ai adoré. Je me suis gavé vraiment de rencontres, de belles rencontres. Et dernière question, est-ce qu'il y a des politiques dont on a une image, nous, en tant que derrière l'écran, et que vous avez eu la chance de rencontrer, et là, vous vous êtes dit, ça correspond pas du tout au personnage? Nous, quand on les rencontrait, c'était quand même dans le cadre de la négociation syndicale. Ouais. Hein, donc, ils étaient quand même un peu dans leur rôle. Moi, voilà, j'ai eu la chance de voir Le Foll à côté en off. Oui, c'est quelqu'un de très sympathique. Je connaissais François Ruffin avant qu'il soit député. Donc, effectivement, j'ai un rapport différent à lui. Mais après, je pense que c'est des gens comme les autres, hein, avec leurs forces et leurs faiblesses. Et je pense que c'est juste ça, la vie. C'est d'accepter les gens avec leurs forces, mais aussi leurs faiblesses, quoi. Laurent Pinatel, merci beaucoup d'être venu nous voir. Est-ce qu'on a un dernier mot pour finir? On aura oublié quelque chose? Un sujet qui vous tient à cœur? Non, que simplement on va arriver à la fin du déconfinement et puis que moi j'ai quand même une pensée pour tous les gens qui étaient là avant et puis qui seront plus là quand on va déconfiner. Je pense notamment tout de suite à Robert Herbin, mais il y en a plein d'autres et je pense qu'il va falloir aussi travailler là-dessus, se dire voilà, on va vivre avec des gens qui étaient plus là, mais se dire qu'aussi on va revivre ensemble et on va reprendre un vrai plaisir. Moi, je rêve d'aller boire une bière en terrasse d'un café là parce que c'est vraiment, je crois, ce qui m'a manqué le plus, la bière pression. Moi, si je peux être vulgaire, j'ai envie de dire, j'espère qu'on sera quand même un petit peu moins con. Oui, ça, moi, j'y crois pas, mais un peu plus tolérant, ça serait bien. Laurent Pinatel, merci beaucoup d'être venu nous voir. On vous dit à bientôt. On espère vous revoir dans ces décors rouges. Oui, mais quand vous voulez. Hein. Et puis, bonne chance, passez un bel été, et puis au plaisir. Et puis, je vous le garantis, il faut que j'aille chercher du lard chez vous. L'avenir, d'accord. Merci beaucoup. Merci en tout cas. Nous, on se retrouve donc tous les jours sur la web radio de Droits Citoyens, du lundi au vendredi à 19h15, et puis sur tous les réseaux sociaux. Alors, j'ai vu, il y a Twitter, il y a Facebook, enfin, tout ce qui existe. Hein. Et puis, si vous en avez marre de me voir, il faut, comme disait Coluche, tourner le bouton. Merci beaucoup et à bientôt. Rendez-vous avec tout Gilles Charles, en long et en large sur Droits Citoyens. Droits Citoyens, c'est de l'information libre et citoyenne.